est-ce qu'on peut avancer d'une slide et regarder ensemble bien simplement le titre de cette conférence qui nous a fait venir aujourd'hui, le silence dans la relation de coaching. 2 heures pour parler de cette posture, de cette position, de cette intervention qu'est le silence dans notre métier. Et je vais peut-être très simplement, on ne présente pas Alain Carnon, mais rappeler à tous ceux qui sont présents que c'est bien évidemment une des personnes qui a engagé sa vie dans notre métier depuis combien de temps, Alain? Je suis MCC depuis 2002, je crois. Donc, MCC depuis 2002, très actif dans les associations professionnelles, à un moment où l'ICF, le MCC et la SF Coach ont créé le CIMAX, le syndicat professionnel pour représenter notre métier. Et puis, bien sûr, une école de coaching et une pratique du coaching, coaching d'équipe, coaching individuel et coaching d'organisation, les 3 activités de coaching qui sont celles que nos membres pratiquent assidûment. Alors, peut-être, Alain, j'avais envie, avant de démarrer la conférence, de poser une question. Quand tu vois que le coaching, la Société française de coaching a 25 ans, que le coaching a 30, 40 ans, est-ce que ça t'évoque une réaction aujourd'hui? Ça m'évoque une réaction, c'est que pour moi, le coaching est né en 90. En fait, l'ICF est une des premières associations créées en 95. Je crois que la SF Coach, c'était tout juste à côté. Donc, des personnes qui disent je suis coach depuis 30 ans doivent être un des fondateurs du coaching, des grands-pères du coaching, je ne sais pas quoi. Si c'est 40 ans, là, je commence à douter un peu. Bon, le démarrage, c'était sur John Whitmore, c'était des coachs issus du tennis et du sport qui ont fondé le coaching tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, si on dit ce qu'on faisait avant, c'est du coaching, ça peut remonter, je ne sais pas, à 1900, 1800, pourquoi pas Aristote, etc. Mais on ne parle pas de la même chose. Donc, le coaching professionnel, 25-30 ans. Et alors, aujourd'hui, on atteint la maturité. Donc, on commence à être un métier dans sa taille adulte, mais qui reste très, très vif, très, très dynamique. Oui, alors c'est pas neutre de dire c'est les années 90, parce qu'en fait, si on est né les années 90, on rentre dans la catégorie des millénials. Donc le coaching est concomitant avec la révolution de l'information. Normalement, ça se passe en ligne, ça se passe à distance, c'est entre des personnes paritaires, c'est pas hiérarchique. Il y a toute une révolution de l'information autour du tournant du siècle. Le coaching est synchrone avec ça, dans le sens synchronicité. Donc le coaching, en fait, prépare le siècle dans lequel nous sommes, mais aujourd'hui, il y a 20 ans. Donc devient adulte, on peut dire 21 ans, 25 ans, commence en plein essor. C'est comme si avant ça, c'était la jeunesse et puis l'adolescence. C'est intéressant de se poser, de visualiser ça et de dire en fait tout ce qu'il y a de vraiment innovant dans le coaching correspond à la révolution de la formation. Il y a des liens directs. Donc, ça nous ouvre plein de perspectives sur l'évolution du métier. Si nous n'en sommes qu'à sa jeunesse, on va encore avoir des très belles années devant nous, des tas de découvertes et des tas d'innovations certainement. Tu es ici invité ce soir par la Société française de coaching. Toi qui es très international, on parlait à l'instant en t'accueillant de l'Égypte où tu es né. Je suis né en Algérie. Élevé en Algérie, ah, très bien. Élevé en Égypte 16 ans et puis ensuite 6 ans aux États-Unis. Français de parents quand même de souche. Donc oui, l'ICF est un choix international parce que j'ai ça un peu dans la peau. Je voyageais beaucoup avant le Covid. Bon, donc c'est... L'ICF Coach, c'est plus le village gaulois qui, à mon avis, lutte contre l'envahisseur romain, mais en fait américain.
À l'époque, je m'amusais à me dire, tiens, il y a un barde qui adore pousser la chanson, il y a Obélix, il y a... Regardez les figures de la SF coach, avec ce côté, je trouve, intéressant parce qu'enraciné dans une tradition plus française, quoi. Mm-hmm. Coaching, coaching à la française dans un monde très, très international. Et toi, tu pratiques aussi à partir de la Roumanie et depuis très longtemps à distance Oui. un coaching thème de notre symposium, puisque nous avions le groupe de savoir interne qui avait parlé du coaching à distance. Et toi, tu as 20 ans de pratique du coaching au téléphone, par vidéo, etc. Et donc, n'exagérons rien, mais depuis 2007, je demande à tous les participants dans mes écoles de pratiquer par téléphone un maximum. Et beaucoup, quand le Covid est arrivé, on dit finalement, on est très bien préparé pour ça. Beaucoup pratiqué en partie à téléphone. Bon, ce qui était coaching d'équipe, c'était quand même en situation. Le Covid a sacrément accéléré dans une direction, je trouve, très intéressante. C'est de se mettre à disposition du monde entier, finalement. Si on est francophone, on a des clients dans le monde entier. Si on est anglophone, on a des clients dans le monde entier. Ça élargit l'horizon sacrément, cette histoire de Covid. Tout à fait. Donc, je trouve très, très intéressant. Bon, alors, assez parlé peut-être sur cette conférence sur le silence. Je crois que tu nous as préparé une petite intervention, une petite découverte du silence de manière concrète, pratique. Ce que nous allons vous proposer, c'est une expérience pour commencer autour du coaching et du silence qui va demander des volontaires. Alors, des volontaires pour partir dans des sous-groupes. On est environ une centaine. Donc, on va constituer dans un instant une dizaine de groupes qui demandent que nous ayons une dizaine de volontaires. Et tenez-vous bien, non pas pour être coach, mais pour avoir le plaisir, pour une fois, d'être coaché. Vous restez avec votre son allumé, vous ne vous mettez pas en muet parce qu'il vaut mieux qu'on vous entende quand vous êtes dans les sous-groupes. Toutes les autres personnes dans les sous-groupes, vous coupez le son, ça veut dire que vous ne dites rien. Autrement dit, vous vous mettez en posture de silence et vous laissez votre client travailler. Vous pouvez faire confiance au client pour poser sa situation et avancer par rapport à son enjeu en se disant qu'il connaît le coaching, donc il peut vraiment très très vite avancer par rapport à tout ce qu'il sait. Il n'a pas besoin de tout expliquer, mais il a besoin de réfléchir, de prendre son temps et d'avancer vers la résolution de sa situation. Autrement dit, le client travaille seul, mais je propose au client de cliquer sur une des personnes dans votre groupe pour la voir vraiment en visage, autrement dit dans l'affichage, non, plutôt dans le petit pointillé en haut à droite, vous allez sur un des visages de quelqu'un dans le groupe et vous l'épinglez, hein, ça s'appelle épingler. Comme ça, vous aurez une des personnes vraiment que vous regardez et vous travaillez. Mais dans le sous-groupe, bien entendu, personne ne sait qui c'est. Ce n'est pas la peine de dire quoi que ce soit sur qui c'est. Autrement dit, tous les autres peuvent se sentir vraiment concernés et écouter profondément le client travailler. Restez vraiment branché. La seule chose, c'est que vous n'intervenez pas, votre son est coupé. Ça, c'est tout le monde sauf le client. Les consignes sont claires. On vous arrêtera à un moment donné. Gabriel mettra un message sur votre écran. À partir de là, vous passez dans une période débrief. Vous ne passez pas dans la période débrief avant d'avoir l'indication que c'est la période débrief. Okay. Alors, cette période débrief sera d'un certain temps. Ça sera utile entre vous qu'il y ait quelqu'un qui l'anime. Parce que si tout le monde parle en même temps, ce serait dommage. Mais le débrief, éventuellement, c'est sur
pas sur le client, vous ne parlez pas du sujet client, mais le débrief, c'est comment vous avez vécu cette situation où finalement, il y a silence de la part du coach et que c'est le client qui travaille tout seul et qui apprivoise son propre silence. Okay? Donc, vous expérimentez et vous parlez de l'expérience de non-interaction pendant le temps imparti. Est-ce que c'est clair? Donc, il y a une période où vous le faites et c'est que le client qui intervient, les autres sont silencieux. Quand il y a un message qui vient en haut de votre écran à tous, vous passez à la phase débrief et à un moment, on vous ramènera tous en grande salle et on en parlera ensemble. Prenez-le comme une opportunité extraordinaire de faire le tour d'horizon par vous-même, pour vous-même, sans être interrompu par quelqu'un d'autre. Okay. Qui veut partager en quelques mots des éléments de cette expérience que vous avez vécue? Les uns après les autres, bien entendu. Faites des phrases courtes, allez-y. Je veux bien commencer. Moi, j'ai trouvé ça un peu difficile de se lancer à parler comme ça à des gens qui réagissaient pas. Il y avait un côté un peu comme l'image que j'ai employée, c'est comme si je devais me lancer dans une piscine. Voilà, il y a toujours un moment avant d'aller à la piscine qui est désagréable, quoi. Donc, je me suis lancée et en fait, moi, j'ai occupé tout l'espace sonore et j'ai beaucoup parlé. C'est ma nature. Est-ce que tu es arrivé à un moment donné à un silence? Non, moi non, je suis pas arrivée à un silence et après en discutant dans le débrief, je me suis dit que ce qui moi m'aurait permis d'aller dans le silence, ça aurait été une question ou une Oui, remarque. oui, non, mais c'est classique, il n'y en a pas. Oui, Mais ouais. donc, tu as passé ton temps à remplir l'espace. Oui, ça s'est ralenti un peu à la Ça fin. s'est ralenti un peu. Voilà. D'autres expériences, quelqu'un d'autre. Là, c'est expérience client, alors, puisque c'est des clients qui commencent. Un autre client. Moi, je veux bien, Thierry. Moi, j'ai adoré, hein, j'ai trouvé ça super. C'est marrant parce que tu parlais de piscine. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment d'un striptease, mais pas au sens Alors, une mise à nu, une mise à nu. je vais te poser la question. Tu es arrivé jusqu'à un silence. Oui, Quand tu as traversé ce silence, tu as repris la parole. oui, Tu étais à un autre niveau. oui. Ça t'est arrivé plusieurs fois. Faudrait que je demande. Non, 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 c'est toi. Moi, je pense que j'ai dû me faire au moins 2 ou 3 silences, oui. En allant à chaque fois plus profond ou en allant plus... Plus profond et des silences plus longs. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des niveaux où tu as plutôt élargi pendant un temps, où tu as des moments où tu es revenu à un niveau précédent? Waouh, ça devient technique. Je me suis pas posé toutes ces questions. Non, non, mais c'est maintenant. Je sais pas. Ok. Je sais pas. Je peux pas tout de suite répondre à ça. En tout cas, c'est un clair indicateur que tu as avancé dans des endroits que tu n'avais pas envisagés avant. Oui, ah oui, oui, oui. Ok. Il y a un autre client. Éventuellement, oui, alors en cliente, une fois que j'ai eu compris, alors moi j'ai beaucoup aimé, mais ça m'a fait comme un écho, je l'ai dit au groupe d'ailleurs, comme un reflet systémique par rapport à ce que je posais comme problématique. Et Alain, oui, tu avais raison, le problématique a émergé et c'était la bonne. Voilà. Et c'est ça. Voilà, ce que je peux dire, c'est que finalement, voilà, il y a eu ce reflet systémique qui a apporté des réponses. Et tu as eu des moments de silence. Oui. Ok. Donc la même chose, c'est qu'à chaque fois, soit en fait on reprend le même niveau et on l'élargit, soit on va à un autre niveau parce qu'on découvre quelque chose et c'est un approfondissement. Là, on peut élargir. Quelquefois, il y a un autre silence, un autre approfondissement. Donc, c'est des paliers, on pourrait dire presque de plongée intérieure. D'accord. C'est ça que tu as vécu ou pas? Oui, pas mal. Et avec un certain et plus loin confort, pas inconfort. Ouais. Tu étais avec toi-même, en fait. Tu étais avec toi-même.
Alors, par contre, ce que je disais au groupe, c'est que comme on était dans un exercice où effectivement il n'y avait pas eu d'échange où on parle avant ou après, c'était pas très loin de l'analyse pour moi. Parce qu'on parle, l'autre, sauf qu'on le voyait. Tu vois, c'était pas, il n'y avait pas eu d'échange avant ou après. Ça m'a un peu déstabilisé. Mais sinon, mais tu avais une personne en face. Au moins, elle était en face, elle n'était pas derrière. C'est déjà ça de prix. Tu as senti qu'elle était vraiment présente à toi. Oui. OK. Bon, on pourrait aller dans le détail, mais ça, c'est un facteur intéressant, c'est d'avoir une personne qui, à la limite, les yeux accrochent, et ça te permet d'être avec un témoin de ton travail, respectueux. Et du coup, tu y vas. Il n'y aurait personne en face, c'est pas pareil. Il y aurait quelqu'un derrière. Ah voilà, c'est là la nuance. Ah super, merci du truc. J'arrivais pas à distinguer ce qui faisait la différence. Merci Alain, super. La différence, c'est comme un mariage, s'il n'y a pas de témoin, il ne peut pas avoir lieu. Mais le témoin ne fait rien, il est responsable de rien, il est simplement hyper présent. D'accord. C'est tout. Bon, un autre. Oui, moi je veux bien prendre la suite, Alain. Pardon, vas-y si tu veux. Bon. Moi j'y vais. Vas-y. Alors, moi j'ai vécu une expérience agréable parce que j'ai réfléchi sur un sujet qui me tenait à cœur. Par rapport à ce que tu viens de partager, Alain, moi j'avais l'impression pas forcément d'aller en profondeur, de rester un peu en surface, mais d'aller à différents endroits. C'est-à-dire que j'avais le silence, c'est une habitude, une pratique, donc j'allais dans le silence et je changeais d'endroit. Alors, à un moment donné, une peur, après une C'est ressource. plus dans un territoire en l'élargissant, mais ce n'est Oui. pas forcément en forant à d'autres niveaux. Voilà. J'ai pas eu de nouvelles prises de conscience qui venaient de je sais pas où, mais j'ai revisité différents items que j'ai pu un peu rassembler. Mais j'ai pas pu épingler. J'ai pas pu épingler, moi. Donc, j'avais mes 5 comme ça. Ah, d'accord. Et c'était encore autre chose. J'éprouvais le besoin de fermer les yeux. Ouais, alors, je me demande si le nombre de territoires que tu as explorés dépendait de qui tu regardais parmi les 5. Ok, intéressant. Ouais. Tu peux avoir un côté systémique là. Si tu changes de regard, peut-être que tu changes de territoire. Ça ne te permet pas d'aller en profondeur. Oui, voilà, peut-être. Intéressant. Si tu veux, c'est mon interprétation, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet de rester dans une certaine extériorité ou extraversion, mais en fonction du regard que tu as, tu vas explorer quelque chose de différent, mais sur le même plan. Alors que si tu es la même personne et tu arrives à un silence partagé, vous risquez tous les deux de descendre dans une verticalité. Et ça sera plus introverti. L'hypothèse est intéressante puisque j'éprouvais le besoin de fermer les yeux, donc pour m'enfoncer. Et probablement, là, tu cherchais à aller plus profond. Ça. Et c'est ce que j'ai partagé, c'est un peu la frustration de ne pas pouvoir m'accrocher à quelque chose. Oui. Ok, c'est intéressant. Quelqu'un d'autre? Je veux bien y aller, Joël. Ce qui est dit me parle bien. Alors, pour ma part, il y avait 2 personnes sur les 5 que je connais, voire que je connais bien. Voilà. Et donc, ça a peut-être facilité pour moi l'expression. Alors, tu en as épinglé un des 2 que tu connaissais ou un autre? Une des 2 personnes que je connaissais. Ah oui, ok. Ouais, et j'étais dans ce regard et ce regard que tu évoquais comme un témoin silencieux, ça m'a vraiment bien aidé. Voilà, j'ai eu un temps de silence. Apparemment, mon élocution s'est ralentie et puis j'ai eu un temps de silence. Et j'ai senti que je descendais un peu plus. La question intéressante pourrait être qu'est-ce qui serait passé dans ton travail si tu avais épinglé l'autre que tu connaissais ou si tu avais épinglé quelqu'un que tu ne connaissais pas. Comment ça aurait pu influencer la nature de ton travail, la profondeur, etc. Enfin bon, c'est des questions qui restent ouvertes. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut partager quelque chose? Oui, je veux bien. Je veux bien aussi. Je crois qu'il y a un Romain qui attend depuis un moment. Oui, Romain, il attend, le pauvre. C'est l'impatience de la jeunesse. Oui, en fait, moi, ce que
je voulais dire, ce que j'ai partagé au groupe, c'est que c'est un exercice avec lequel j'étais pas du tout à l'aise. Et d'ailleurs, en fait, pour tout vous avouer, je pense qu'au début, comme certaines personnes, j'avais mal compris la consigne. Donc moi, je pensais que je m'engageais pour être coach et pas client, ce qui m'allait mieux en fait. Et j'étais très déstabilisé par le fait qu'il n'y ait pas de retour en face, qu'il y ait un silence de la part du coach qui ne savait pas qui elle était. Et j'étais très déstabilisé aussi par mes propres silences. Parce que c'est pas quelque chose auquel je suis habitué, en tout cas c'est pas très naturel pour moi. Et en fait, eh bien, j'ai trouvé finalement que vous avez parlé d'aller un petit peu plus en profondeur. Et bien en fait, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti que, en fait, je pense qu'il y a dû y avoir 2 ou 3 silences et j'ai senti que je plongeais un petit peu plus profondément, que je m'autorisais à plonger un petit peu plus profondément à chaque fois. Et en fait, même si sur le coup, c'était très malaisant pour moi, et bien en fait, après coup, je vois bien que ça m'aidait quand même à progresser dans ma réflexion et à sortir de cet aspect un peu vague ou un peu cercle que j'ai évoqué avec mon groupe. Ouais. Ok. Voilà. Un autre? Ou on arrête? Comme vous voulez. Je dirais, s'il y a par exemple une expérience différente de quelqu'un qui a. Parce qu'en gros, là, on couvre les mêmes thèmes, donc on a assez d'informations. Pascal? Ouais. Moi, je veux bien, sinon. Bon, vas-y, Pascal, vas-y. Okay. Brièvement, je suis parvenue à résoudre quelque chose, donc c'était utile, à asseoir une certitude. Moi, je n'ai pas arrêté de parler, je n'ai même pas pensé que je pouvais arrêter de parler. Or, comme ma question avait trait à introversion, extraversion, c'était vachement intéressant. Et d'ailleurs, on m'a demandé, est-ce que tu as pensé à un moment à arrêter de parler, mais ça ne m'est pas venu à l'idée. Et je voudrais préciser que je chéris le silence dans mon travail. Mais là, je n'étais pas du tout en position de travail. Donc, c'était vraiment intéressant comme je n'étais pas... Voilà. Ceci dit, quelque chose s'est passé. Donc, je ne suis pas certaine que l'hypothèse qui est d'aller dans son introversion soit... En tout cas, pour moi, ce n'était pas la seule manière de résoudre quelque chose parce que je l'ai résolu. J'ai dit. L'hypothèse que de passer différents paliers et découvrir quelque chose de différent, tu ne peux pas la juger puisque tu ne l'as pas fait. Mais ce que tu es en train de dire, c'est qu'en restant au même niveau, enfin en parlant tout le temps, sans passer par le silence, tu as exploré des trucs et tu en as découvert des nouvelles. Bon, ok, mais ça ne veut rien dire sur ce que le silence et différents paliers par silence pourraient t'apporter puisque tu ne l'as pas vécu. Pas cette fois-ci, ça marche. Alors, Marina, tu voulais dire quelque chose, allons-y. Oui, alors moi, j'étais pas client, j'ai donc... ah oui, on n'a pas fait parler des coachs. Il y a des coachs, ouais. Voilà. Alors, je n'étais pas choisie comme coach non plus, mais j'ai trouvé l'expérience extrêmement intéressante. Et j'ai eu vraiment le sentiment de me connecter aux clients d'une autre manière, c'est-à-dire que j'avais une connexion avec ma respiration. Je pense qu'il y avait le regard qui était très présent. Et j'ai vraiment apprécié ce moment où la cliente s'est mise en silence. Parce que là, il y a eu une connexion encore plus forte. Et c'est vrai qu'elle est passée à un autre niveau. Et je pense qu'elle a cheminé beaucoup mieux. Ça se sent, ça se voit. Et ça, j'ai trouvé ça superbe. C'est vraiment un bel espace et une autre manière de se connecter. Mais aussi long, je n'avais jamais fait. Et j'avoue que je trouve ça, j'ai envie de recommencer. Voilà. Et en plus, c'est pas fatigant, je trouve ça super. Merci Alain. D'autres expériences de coach? Alors, par rapport à la respiration, j'ai eu une bonne impression, mais ce qui m'a manqué, c'est la respiration du client. Et je n'ai pas pu avoir tout le confort pendant sa présentation, parce que justement, il me manquait de la respiration, donc j'étais obligé de surrespirer, si je puis dire. Le client parlait tout le temps? Non, mais quand il était en silence, il était en apnée. Ah, d'accord. Ce qui fait que
pour moi, ça a été assez difficile et donc j'ai été obligé de déconnecter d'une certaine manière, de respirer moi-même pour retrouver le contact avec lui, pour retrouver ce que j'appelle cette respiration commune, mais alors, elle n'a pas eu lieu. C'est intéressant parce que si l'expérience est à deux, en fait, parce que c'est souvent, on est plus connecté, et ça arrive que le client rentre dans une forme d'apnée. Et si le coach, lui, prend un grand bol d'air, ça n'échappe pas au client qui se met aussi à respirer. Donc, mais là, comme face à une personne, il y en a 5, on ne sait même pas si le client te voyait, mais c'est important que le coach respire quand même, parce que sinon, et ça peut avoir une influence dans le silence, alors qu'on ne dit rien, mais on accompagne. Mais un client qui se tait, qui est dans le silence sans respirer, pour moi, c'est du vide et ce n'est pas du silence. Ah, on va pouvoir gloser là-dessus, mais c'est des formes importantes de vide, c'est-à-dire que l'apnée, de la plongée, de savoir retenir son souffle et passer en hyperventilation, etc., ça a quand même des effets intéressants, ce n'est pas à éviter. Mais il faut savoir travailler avec. Et en fait, il y a une respiration commune avec le client, mais on ne va pas faire comme en PNL, dire qu'il faut avoir la même. C'est intéressant de trancher aussi et que le coach ait sa propre respiration quand c'est nécessaire. Donc, il y a du jeu là. Mais tout ça, ce n'est pas conscient. En fait, ça vient avec la pratique et on se rend compte qu'il y a un flux qui passe autrement. Enfin bon, sur ce sujet, est-ce qu'il y a un autre client qui veut partager? Oui, moi j'ai senti l'ambiguïté de l'exercice sur le rapprochement de la frontière de la thérapie. Donc on se retrouvait, enfin c'est ce on est un jeu, dans un coach thérapeute. Et je m'en méfie beaucoup de ce rapprochement. Ah bon? Comment dit, la thérapie a le monopole sur le silence et le coaching sur la parole? Alors le coach, évidemment, utilise le silence. Voilà, c'est une question de dosage. Et là, l'exercice qui nous privait d'interaction, voilà, nous faisait nous rapprocher de cette frontière et de nous écarter du coup du coaching. Alors pour moi, les définitions de quelle est la différence entre la thérapie et le coaching, c'est assez simple. C'est-à-dire que si le client s'adresse à quelqu'un en cherchant un thérapeute, ça devrait être de la thérapie. Et si le client s'adresse à quelqu'un en cherchant un coach, ça devrait être du coaching. Mais on ne va pas dire au coach qu'il n'a pas le droit d'utiliser telle compétence ou telle compétence, comme on ne dira pas au thérapeute qu'il n'a pas le droit d'utiliser telle compétence ou telle compétence. Ce qui fait la différence, c'est que le client s'attend à un travail de coaching ou s'attend à un travail de thérapie. Okay? La seule chose qui risque de limiter le coach comme le thérapeute, c'est la limite de sa compétence. Mais s'il se sent bien et compétent et s'est accompagné en coaching, il n'y a nulle part écrit que le coach ne se sert pas du silence. C'est d'ailleurs, si je me réfère à l'ICF, une des compétences clés. C'est une question de dosage. Ah, ben, comme toute chose, c'est comme le lait. Il ne faut point en abuser, mais ça peut être très utile. Tant que tu ne parles pas de ta mère, c'est bon. Oui, non, mais il y a d'autres définitions qui font la différence entre le coaching et la thérapie. Par exemple, un bon coaching, ça va faire hurler certains, mais ça peut se faire en 10 minutes. C'est un flash coaching, ça peut aller très loin, ça peut être très performant, ça peut aboutir à des résultats et ça se fait en 10 minutes. Que je sache, une analyse, je ne parle pas de thérapie, mais une analyse, ça prend des années.
Mais Lacan, il recevait ses clients en fin de vie avec 3 minutes. Hein, 5 minutes. On va avoir un débat là-dessus, mais je dis simplement, voilà, mais il y a tous les exemples contraires. Même. Sûr, voilà mes définitions. Je ne me suis jamais défendu d'accompagner un client en coaching s'il voulait y aller dans des zones en disant « Oh là, c'est de la thérapie ». Autrement dit, quelque part, on dit le coaching est un accompagnement qui n'a rien à voir avec le sujet du client. Si ton sujet professionnel, personnel, etc., on le coach. Ben, il n'y a pas des sujets qui sont thérapeutiques ou qui ne sont pas thérapeutiques. C'est le sujet du client. S'il vient chercher un coach et veut travailler avec un coach, tous les sujets sont bons si le coach est compétent. Enfin, ça, c'est mon point de vue. On peut en débattre longuement, il y a différents points de vue, je les accepte, mais si vous voulez entendre le mien, je le donne. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres clients qui veulent partager une expérience un peu différente là? Moi, je ne sais pas si elle est différente, mon expérience, mais en fait, cet espace m'a permis d'aller dans des espaces-temps différents, en fait. C'est-à-dire, peut-être alors en plus, je suis assez addict des approches narratives, mais je suis allée dans le passé, dans le présent, dans le futur. Donc, j'ai voyagé à travers l'espace-temps en faisant des silences et du coup, j'ai navigué, quoi, en fait. C'est sur cette séquence. En tant que coach, là. J'étais parmi les coachs. Non, moi, j'étais le client. Ah oui, d'accord. Okay. Coaché, ouais. On a 3 personnes qui ont les mains levées, là. Alors, moi, en tant que client, effectivement, j'ai un petit peu cherché de l'aide. Comme je vous ai vu que ça ne venait pas, effectivement, le silence est arrivé. Et après, j'ai exploré des options. Et en explorant des options, en les formalisant, je me suis dit, mais après tout, finalement, ouais, pourquoi pas. Et donc, je me suis mise à adopter ou accepter des options et le fait de les prononcer, en fait, de le formaliser, ça a été assez puissant. Et je pense que je ne l'aurais pas forcément fait si je n'avais pas eu ce moment de silence à me dire, et je fais quoi maintenant? Ouais. Autrement dit, ça responsabilise le client plutôt que plonger quand le client essaye d'accrocher le coach en disant « Bon, vas-y, fais ton boulot ». Si le client se prend en charge, et d'ailleurs on dit en coaching que le client est autonome, il est intelligent, il sait avancer, il sait comment il veut résoudre son problème, si on le laisse faire et il commence à se prendre en charge, il sait très bien avancer tout seul. Et il va découvrir probablement des tas de choses en étant son propre guide. Là, je trouve qu'on touche à des choses intéressantes. En caricature, on pourrait dire, il y a un client qui vient voir un coach et il va décrire une situation. Il va s'arrêter et regarder le coach. Ça, c'est l'accroche. Si le coach ne dit rien, le client pourrait se dire « Ok, je fais un tour de plus ». Il va redire, grosso modo, ce qu'il a dit. Tout ça pour essayer d'accrocher le coach. Si le coach ne dit rien, le client est face à lui-même. Il va se dire « Mais pourquoi je raconte ça? Où est-ce que je vais maintenant ?» C'est comme s'il faisait un tour d'un rond-point et puis un deuxième. En fait, il prend du momentum. À un moment, il va se dire « Bon, ça suffit. Tout ça, je le sais. » Et il va chercher dans ce qu'il ne sait pas. Pour ça, il faut un silence. Donc, il y aura un moment de silence. Il va se dire, bon, où est-ce que je vais maintenant à partir de ça? J'ai fait le tour d'horizon. Si le coach ne réagit pas, en fait, il laisse le client approfondir. Bon, le client pourrait faire ça une deuxième fois. C'est-à-dire que d'abord, il écrit la situation. La deuxième fois, il va dire, bon, j'ai quelques options. Il va commencer à travailler et chercher des options. Puis peut-être qu'il va recommencer à faire une boucle, aller raconter en attendant quelque chose du coach. Si c'est avec des silences, il pourrait se dire, bon, avec mes options, je les ai vues, qu'est-ce que je fais? Autrement dit,
on laisse l'espace au client pour avancer. Là, je le mets en extrême. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cette compétence, mais c'est quand même une compétence clé. Alors, au bout d'un certain temps, en fait, on peut se dire comment j'accompagne le silence, voire je le provoque. Comment dit, le client vient et me décrit ce qu'il sait de sa situation. Je pourrais lui dire, est-ce que je peux t'interrompre? J'ai l'impression que tout ça, tu le sais déjà. Alors, autrement dit, tu n'es pas venu pour décrire quelque chose que tu sais déjà, je vais le pousser dans son silence. Je vais interrompre son discours connu qu'il a déjà raconté à, je sais pas, des tas de gens sur son problème, sa problématique. Là, je vais l'interrompre en disant, j'ai l'impression que tout ça, tu le sais déjà. Alors, autrement dit, quand est-ce que tu commences à travailler sur ta page blanche, sur ce que tu ne sais pas? Là, il va falloir qu'il passe à travers un silence pour commencer avec un peu plus d'hésitation, un autre ton de voix, à dire des choses un peu plus profondes. Et au bout d'un moment, éventuellement, il va commencer à comprendre que c'est ça qu'il faut faire. Il est là pour écrire son propre bouquin, en quelque sorte. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on pourrait poser des questions, mais à la limite, on peut faire un coaching extraordinaire sans poser une seule question. Dans des voix, je ne sais pas si elle s'adresse à moi, il y a peut-être quelqu'un qui veut mettre un... Il y a un micro, Béatrice Conrad. J'ai une question là-dessus, Yes. Alain. Oui, ma question, c'était, est-ce que le silence, tu vas jusqu'à ne pas sourire, ne pas faire de... Ah non, 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 je suis présent. Oui. Intensément présent en accompagnant. Ce n'est pas forcément quelque chose de social, il faut faire attention. Comme on dit, si le client raconte un peu une vanne et se met à rire, je vais peut-être faire un sourire, mais je ne vais pas passer en éclat de rire. Et je vais revenir assez rapidement à bon, et le travail, quoi. Mais si je suis ému, ça va se voir. Si, je veux dire, on est là quand même en face à face. C'est pour ça que je demande aux clients, dans votre expérience, de quand même épingler une seule personne, parce qu'il va se passer quelque chose de visage à visage. Alors, du côté coach, quand même, c'est intéressant dans cette expérience de voir où va votre tête. Parce qu'il y a des tas de coachs qui écoutent dans le contenu et qui se disent « Ah, ben c'est par là-bas, il faudrait qu'il aille par là, ou j'ai telle idée, etc. etc. » Quelle est votre qualité, on pourrait dire, d'écoute quand on sait qu'on n'a rien à dire, qu'on ne peut pas dire, qu'on s'interdit de parler. Là, vous saviez que vous étiez interdit de parler, que vous ne pouviez pas parler, que ça ne sert à rien. Ça peut débrancher pas mal de réflexes. De commencer à réfléchir pour le client, réfléchir pour le problème, réfléchir sur les solutions, etc. Vous savez que vous ne pouvez pas parler, donc vous allez peut-être rentrer dans une écoute, mais vraiment gratuite. Vous n'avez rien à donner. Quelle est la qualité de cette écoute par rapport à votre écoute habituelle, quand vous pouvez parler? Si vous pouvez parler, vous vous dites quelles questions je pose, comment j'interviens, comment je rejoue mon rôle. Si vous ne savez pas que votre rôle est de se taire. Oui, d'accord, ça j'ai déjà fait, mais il y avait un format spécial que tu n'avais pas, ou c'est pas que je pouvais être en forme? La perturbation. Il y a quelqu'un qui a besoin de couper son micro, là. Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez, Alain, comme coach, alors je ne sais pas si j'ai été choisi, mais il est assez clair que, alors que la personne était assez dans la parole, il est assez clair que la qualité d'écoute, en fait, est augmentée par cette situation. Et j'ai observé en particulier tout le non-verbal, toute la nervosité qui pouvait passer dans les bruits, dans les comportements,
Donc un recul supérieur par rapport à une situation classique. Le recul chez le coach, c'est l'agitation chez le client. Oui. OK, le client a parlé tout le temps. Oui. OK. Et donc par rapport à la... Ça, c'est une certaine qualité de travail, mais si le client commence à approfondir, change de niveau et tout, on va le voir aussi et on va l'apprécier aussi. Et pour un coach, de voir comment le client se met à plonger et cherche par lui-même, c'est quand même un beau cadeau. Donc on va l'apprécier, ça va se voir si je suis la personne que le client voit. Et ça va l'accompagner, il va se dire, je ne suis pas tout seul, en plus je suis apprécié, je vois que le coach trouve que ce que je fais est beau dans mon approfondissement. Alors, si bien sûr le client parle pour remplir l'espace et tout, il est possible que le coach soit gagné par l'agitation du client, etc. Il est possible que ça nous mette à un autre niveau énergétique. Mais c'est intéressant de voir où le client va aller, peut aller, sans jugement. Et de se dire par rapport à cette situation, à quoi ça correspond. Donc, mais d'être confiant que le client fait ce qu'il a besoin de faire, c'est tout. Et pour ça, c'est se dire, une des règles du jeu, c'est je ne parle pas, c'est même pas une option. Pendant un temps, hein, alors quelquefois, va surgir quelque chose de très intéressant que le coach peut dire, qui va vraiment propulser le travail et tout. Mais ça, on le connaît, c'est le travail sur les questions, le machin, etc. Mais il y en a beaucoup trop. Ça devrait reposer sur un socle de silence. Autrement dit, je vais jusqu'à dire qu'une vraie question puissante, si le client peut y répondre, elle n'est pas puissante. Si le coach peut y répondre, elle n'est pas puissante. La fonction d'une question puissante, c'est de propulser tout le monde dans le silence. Et en fait, ça sert d'interruption. Donc, si vous croyez que vous posez une question puissante, mais que le client répond tout de suite, voir qui vous séduit en disant « Ah, très bonne question ». Ça, c'est le piège pour les coachs. Parce que si un client vraiment prend une bonne question puissante dans le faciès, il ne va pas flatter son coach. Il va rester la bouche ouverte et plongé. Je vous donne une perspective que j'entends pas beaucoup dans les écoles, dans les confédérations, etc. Pour moi, le socle de tous les outils de coaching, c'est le silence. Et tous les outils de coaching devraient amener au silence pour que le client se trouve. Il va se trouver dans le silence, dans son silence. Peut-être parce que le silence est fondamental dans l'écoute. D'autres commentaires? J'aurais envie de vous poser une question par rapport à ce que vous venez de dire. Avec un client qui est capable de parler pendant 1h30 tout seul, sans silence, du coup, est-ce que... Quoi, voilà. Vient ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est la capacité d'interruption. Ah, ok. Et pour moi, c'est une compétence clé. Ce n'est pas forcément savoir écouter, c'est savoir interrompre. Judicieusement, bien entendu. Donc, de dire, est-ce que je peux t'interrompre? Tout ça, tu le sais déjà, il me semble. Alors, autrement dit, c'est pousser le client dans le précipice du silence qu'il cherche à tout prix éviter en remplissant avec du bruit. Tout le bruit qui se passe dans sa tête, tout le bruit auquel il a l'habitude. Alors, quand même, si on vient à la définition du coaching, pour moi, c'est un luxe. C'est un luxe, le coaching. Autrement dit, on vend un espace libre au client. Un espace vide. Ce n'est pas un appartement meublé.
On est responsable de l'architecture de cet espace, autrement dit des murs, etc., porteurs, tout le bazar. Mais il a besoin d'un grand espace vide. C'est ça qu'il loue quand il vient voir un coach. On ne va pas remplir son appartement. Le vide, l'espace, aujourd'hui, c'est du luxe. C'est du luxe. On n'en a plus. On le cherche. Mais alors du coup, je me permets, Alain, j'ai une question. Si vraiment le coaching c'est du luxe et qu'on ne fait que vendre un espace vide, eh ben, j'en reviens à mon interrogation de début qui est quelle est la différence entre un coach et un psy lacanien? Je l'ai déjà répondu, c'est que le client cherche un coach. Et il n'est pas formé en psy lacanien, il est formé aux compétences de coach. Et une des compétences de coach, c'est savoir utiliser le silence, l'interruption, judicieusement et accompagner le client pendant qu'il cherche sa solution. Alors, pour vous donner des expériences, il y a des expériences qui sont énormes en termes de prise de conscience avec un exercice comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui fond en larmes à la fin en disant « mais c'est la première fois de ma vie qu'on m'écoute pendant si longtemps. » Okay. Donc là, il y a une prise de conscience de l'espace qu'on n'a pas. À quel point il y a une pression sociale, environnementale, constante, etc. Et puis, il y a des gens qui disent c'est étonnant. C'est un problème que je me trimballe depuis 1 an minimum. Et là, en 8 minutes, j'ai trouvé une solution qui me convient tout à fait. Est-ce que le coaching, c'est accompagner des gens? Est-ce qu'ils trouvent des solutions, qu'ils les thérapeutes? Ben moi, c'est oui. Ce n'est pas un travail thérapeutique. Il vient avec un projet, il veut avancer dans son projet. Je peux l'aider en 8 minutes. Ça pose problème au psy? J'en ai rien à foutre. Le client est venu me chercher. Hein? Autrement dit, c'est une compétence de coach que j'utilise à bon escient. Je connais beaucoup de coachs qui font beaucoup de bruit et qui se mettent dans l'espace du client. Avec leur ego, leurs questions puissantes, etc. Alors là-dessus, prenons les compétences clés des coachs. C'est des contrats béton, des questions puissantes, des plans d'action bien ficelés. Il se trouve que c'est un tantinet masculin, macho ou animus. Les questions puissantes, je ne vous fais pas un dessin, moi-même, ma question est plus puissante que la tienne, tout le bazar. C'est une histoire de puissance. Or, l'espace, le vide, protecteur, avec une belle architecture autour, c'est une approche beaucoup plus utérine. Le coaching, on ne tire pas, on ne pousse pas, on donne à l'espace, au client, un espace de croissance. Désolé, les mecs, mais ce n'est pas macho. Et ça pose quelque chose de fondamental par rapport à ce qui se passe dans le monde du coaching. Quand est-ce qu'on va revenir, je dirais, à ce qu'on va appeler l'écoute, l'espace de croissance qu'on donne à l'autre pour qu'il y grandisse comme il veut. J'ai vu une main se lever, c'était... Oui, simplement faire un commentaire par rapport à l'espace du vide d'un grand théâtreux qui dit que les choses se passent à partir du moment où il y a un espace de vide. Sinon, ouais. C'est clair. Mais dans l'univers, ce qu'on appelle l'espace ou le vide entre les planètes, etc., a plus de masse et plus d'énergie que tout le reste cumulé. Ce qu'on appelle le vide n'est pas du vide.
On pourrait dire d'ailleurs que les planètes et les étoiles, c'est du vide un peu coagulé. Il a perdu de sa transparence et de sa mobilité. Que, en fait, la création vient du vide, retournera au vide, et que ça, c'est le vrai plan. Il faut voir les choses en creux. Là, on devient totalement philosophique. Mais ça rejoint des parcours spirituels. C'est quand même ce qu'on cherche dans la méditation, la contemplation, etc., depuis la nuit des temps. Le silence est un mot en creux? Le vide, c'est de la matière en creux. Et le silence, c'est du vide. C'est pour ça que tout le monde en a la trouille. On est beaucoup plus accroché au matériel du coaching qu'au vide dans le coaching. C'est intéressant d'inverser les choses. Juste pour l'expérience, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut choisir. Mais si on fait trop d'un côté, c'est bien de faire quelques virées de l'autre et voir ce que ça donne et l'explorer. Il y a peut-être quelque chose par là-bas. Si j'arrive à vous semer un doute, je suis content. Alors, Dominique. Il faut mettre le son, hein, sinon on n'entend rien. Ouais, j'en profite en attendant, Alain. Est-ce que tu dirais donc que le principal boulot du coach, c'est son expérience du vide et sa confrontation au silence comme son principal espace de travail et d'investigation aussi sur lui-même? C'est quelque chose qu'il mériterait de ne pas éviter. Je ne dis pas que les autres, là prochainement j'ai un bouquin sur les questions puissantes en coaching systémique, ça va sortir, c'est en première, j'espère la semaine prochaine que vous le trouverez. Il existe en anglais, cela dit. Mais je veux dire, j'explore le coaching de différentes façons, mais pour moi, il y a quelque chose de très, très important, de largement sous-évalué dans le silence. Dans toutes les conférences de coaching que je vais, il n'y a personne qui va poser ce socle. Ce socle. Ouais. Ils vont tous parler de questions puissantes, de leurs petits outils intellectuels, de leurs machins et tout, mais dans toutes les approches, ça repose quand même sur le silence. Parce que derrière le silence, il y a la mort quand même. En grande spectatrice de nos peurs peut-être, etc., quoi, non? On peut interpréter, et là on risque de glisser dans des trucs qui sont justement plus psychologiques, analytiques, etc. Moi, je parle de ça très bêtement, très pragmatiquement. Je m'en sers tous les jours avec des clients. Ça apporte des résultats fulgurants. C'est tout. Ah, c'est intéressant comment tu le poses. On peut philosopher, hein, c'est le danger. Alors bon, moi j'ai fait pas mal de tours là-dedans et j'ai cherché à différents endroits. Alors, la théorie que j'affectionne en fait, parce que c'est pas de la psy, c'est pas de la religion, c'est pas je sais pas quoi, etc. Mais c'est la mécanique quantique. Ça a l'air propre. Ça me permet de ne pas me poser en gourou, en machin, etc. Je suis complètement dilettante dans l'affaire, donc je vais me servir de ces mots-là pour parler de choses qui pourraient être essentielles dans des tas d'autres traditions. Mais je trouve que c'est par la pratique qu'on y va, hein, c'est pas en philosophant. Et en fait, je pourrais écrire le même bouquin au lieu de dire coaching et mécanique quantique, je pourrais dire je sais pas, christianisme orthodoxe. Tout ça, c'est simplement prendre des mots pour exprimer une pratique. C'est pas les mots qui comptent, c'est la pratique. Et il y a des pratiques dans des tas de cultures qui se rejoignent. Beaucoup sont autour du silence. Je vais reprendre la parole. Ce qui est intéressant en tous les cas, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir de silence entre ma tentative de prise de parole sans micro et maintenant. Il a fallu combler ce silence. Alors juste, je voulais te demander, Alain, comment tu situes la question de synchronisation dont on parle beaucoup en coaching par rapport à la question du silence, puisqu'on parle beaucoup de synchronisation avec le client.
Alors, ça ne fait pas partie des compétences ICF. Ça fait partie des compétences héritées de l'hypnose et qui sont promulguées par la PNL ensuite d'hypnose, autrement dit, suite au travail d'Erickson. Erickson, c'était dans les années 40, 50, 60. L'analyse transactionnelle, c'était après-guerre aussi. La PNL, 70. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ben, on n'a pas besoin d'apprendre le Minitel pour travailler avec un iPad. On ne repose pas sur les mêmes principes. C'est des choses historiques qui ont leur utilité. Je ne dis pas que la PNL n'est pas utile. Je connais quelqu'un qui a une phobie ou une autre et a besoin d'un truc sans s'impliquer et tout, qu'il y aille. Arrêter de fumer, des trucs comme ça, c'est très utile. C'est simplement pas du coaching. Pour moi, parce que le coaching est né après ça. Quand j'ai abordé le coaching, la première question que je me suis posée, c'est en quoi c'est nouveau, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait précédemment. Et j'ai cherché. Donc, ça n'empêche que si on a des outils ou des compétences qui viennent d'ailleurs, pourquoi pas, je ne suis pas anti. Mais ça veut dire que c'est une compétence qui vient de la PNL. Ok, merci beaucoup. Alors, par exemple, une des compétences clés, c'est comment désynchroniser. Parce que si on veut interrompre, de continuer à dire etc. et être en synchronisation, ça veut dire au client, vas-y, roule ma poule, tu racontes des bêtises, mais je t'accompagne. Je connais même des coachs, quand le client commence à se taire, le coach continue à hocher de la tête. C'est un peu comme les chiens à l'arrière d'une voiture. La voiture s'est arrêtée, puis le truc, il continue. C'est pas... ça devient d'éthique. Ça devient d'éthique. C'est intéressant de savoir ce qu'on fait vraiment. Enfin, désolé pour l'image, apparemment. Mais si elle frappe, c'est bien, ça va vous poser question. Florence, je ne t'entends pas depuis un moment. J'avais une réflexion là qui me venait. Je me disais, grâce à Zoom, on a tous amélioré notre perception de nous-mêmes, notre proprioception. On s'est vu opérer, même en tout petit. Et donc, on est peut-être un peu plus attentif à nos tics, à nos façons de travailler. C'est intéressant. On peut être, ça facilite la position méta d'une certaine manière. C'est pratique vidéo. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que peut-être cette année de Covid a amélioré nos techniques de coaching. Extraordinaire Zoom pour ça. C'est une solution extraordinaire. C'est-à-dire que tout le monde a tout le monde en face. Et tout le monde voit tout le monde. Et on perd en intimité dans le sens où on perd la capacité de se cacher face aux autres. Si on regarde bien sûr l'écran. Alors beaucoup de gens vont bien sûr éteindre l'écran pour ne pas se montrer. Mais si on est dans la même salle, c'est beaucoup plus facile de se cacher. Et justement, ma question, c'était sur le coaching d'équipe. Parce qu'on a beaucoup parlé du coaching individuel jusqu'à maintenant. Et dans ta pratique de coaching d'équipe, tu as ce talent tu as bien théorisé, d'installer ce rôle de l'hôte, celui qui installe l'espace. Et je me disais, mais il n'y a pas le rôle du silenciateur. Voilà. Donc, je me disais, la prochaine fois, j'ajoute le rôle du... Il faut trouver un meilleur nom que ça. Mais il y a des techniques, même de réunion. C'est connu aux Nations Unies, quand ça commence à chauffer, ils lancent, on va dire, une pause diplomatique. Autrement dit, on arrête les débats. C'est la pause diplomatique. Généralement, quand les gens reviennent, il y a des tas de solutions. Si on les laisse parler, il n'y en a pas. En réunion, il est tout à fait possible, à un moment donné, de dire « je vous propose 1 minute de silence ».
pour qu'on enterre l'énergie dans laquelle on est. Prenez vos montres. Suite à cette minute de silence, généralement, les débats commencent sur tout un autre niveau. C'est une simple technique. Donc, ça peut être fait par n'importe qui. Donc, il y a des moyens d'insérer le silence. Ils existent. Quand les personnes parlent aux pauses, à la fin de la pause, on les renvoie en pause. Vous n'avez pas vraiment mis la pause. Retournez-y. Give your mind a break. Bon, d'autres commentaires. On avance comment? Ou vous voulez un autre exercice? Ou je ne sais pas combien de temps on a. Moi, je suis avec vous, là, donc je lâche tout. Je compte sur mes petites aides. Il y a Gabriel et Florence. Il nous reste une vingtaine de minutes, Alain. Pardon? Il nous reste une vingtaine de minutes. Vingtaine? Vous voulez un autre exercice? Oui. Yes. Là, ils se méfient, les gens, ils ne veulent pas. Non, c'est un exercice personnel. Hein. Vous travaillez tout seul pour vous. Je vais vous poser une question. Prenez peut-être un bout de papier pour mettre les trucs à plat pour vous. Et je vous propose un exercice. Vous n'aurez pas à partager sur le contenu. C'est totalement personnel. Vous pouvez y aller à fond. C'est l'occasion rêvée pour vous de vraiment vous poser une question importante. Alors là, à tout moment dans la vie, tout le monde a vraiment une question importante. Autrement dit, c'est quelque chose soit au niveau de carrière, soit au niveau vie privée. Souvent, c'est la même dans les deux domaines, en fait. Et cette question importante, c'est j'y vais pas, je prends A ou B, quelque chose comme ça. Quelle est la question importante par rapport à votre vie que vous vous posez aujourd'hui, que vous avez du mal à la limite à admettre à d'autres, vous n'en avez pas forcément parlé, sauf avec quelqu'un de très intime, peut-être à personne. Vous avez osé à peine vous l'avouer, cette question. On n'écrivait pas tout un chapitre, hein, mais posez quelques mots qui vous permettent de la retrouver tout à l'heure. Ça va, il y en a. Vous avez votre. Je suis désolé, Alain, moi j'ai dû m'absenter 2 minutes au moment où vous donniez la consigne. Est-ce que vous auriez la gentillesse de... Alors, quelle est la question la plus importante dans ta vie aujourd'hui que tu as posée à personne en termes de je fais pas, j'y vais pas, ou entre A et B, c'est le moment de choisir et je ne sais pas choisir. Un truc sur lequel vous butez, que vous osez à peine vous avouer. Peut-être vous en avez parlé à quelqu'un de très intime, mais c'est à la lisière de votre secret. On pourrait brûler le papier quand on a fini. Alors, c'est bon? Vous en avez une? Alors, en prenant un peu de chant, vous savez qu'au fond de votre cœur, au fond de votre âme, vous avez fait votre choix. Vous avez décidé. Vous savez exactement ce que vous voulez. En fait, ce qui vous ennuie, c'est les conséquences que ça pourrait avoir. Mais la décision, elle est prise. Vous dites qu'elle n'est pas prise pour reporter parce que vous avez peur d'assumer les conséquences. Autrement dit, vous n'avez pas un problème dont vous ne connaissez pas la décision. Vous avez une décision qui peut être prise immédiatement. Ce qui vous ennuie, c'est les conséquences.
De dire que vous n'avez pas pris la décision est juste un artifice pour reporter d'avoir à faire face aux conséquences. C'est clair pour un certain nombre de personnes? Alors, vous êtes adulte, vacciné, et si vous décidez de faire en sorte que les conséquences sont positives pour tout le monde, en prenant le temps qu'il faut, pour que ce soit juste. Je ne sais pas pour d'autres, mais pour moi, l'image à geler, est-ce que pour d'autres personnes du groupe, la communication? Non, c'est que toi. Donc, je continue ma phrase. Vous savez faire face à des conséquences. Vous savez faire en sorte que ce soit positif pour tout le monde, en prenant le temps de grandir et qu'ils grandissent aussi, mais sans attendre. Donc, en fait, votre problème est résolu. Vous avez votre décision. Vous pourriez très bien commencer à enclencher sur comment mettre en œuvre les actions pour que les conséquences soient positives. Alors, putain, qu'est-ce que vous attendez? Autrement dit, vous devez savoir en tant que coach que fondamentalement, comme vous, les clients ne sont pas cons. Ils peuvent avancer en moins de 8 minutes sur des choses essentielles. Si vous ne faites pas ça, vous risquez de les sous-estimer, vous risquez de vous sous-estimer. Et vous risquez de faire en sorte que le coaching soit une excuse pour reporter. Parce que ça doit durer des semaines, des mois. J'y travaille, disent les clients. Je suis en coaching. Tout ça, c'est du report. Donc là, je démontre aussi que, en fait, des questions et des techniques peuvent servir pour trancher à travers beaucoup de choses, très rapidement. Il n'y a pas que le silence. Mais de le faire comme ça, c'est peut-être un peu rapide, un peu violent. Je ne le ferai pas avec des clients. Mais ça peut être. Allô? Il y a un problème de bruit. Je le ferai avec certains clients qui ont leur puissance et ça se voit. Il y a des flash coaching qui peuvent se passer par téléphone très, très rapidement. On n'a pas besoin de dire que ça prend du temps. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des choses que vous voulez dire? Après l'exercice, c'est difficile. Moi, je suis bloqué. Mais avant, j'avais envie de partager. J'avais un prof de violon, quand je faisais un peu de violon sérieusement, qui me disait l'important, c'est pas de jouer les notes. C'est même pas l'attaque de la note ou la fin de la note. L'important, c'est de jouer les silences entre les notes. Oui, tout à fait. Et c'était assez sympa. Tout à fait. Mais c'est la même chose quand on parle. La force des silences entre les mots. Et les pauses que vous prenez, c'est... Même les pointillés que je viens de lâcher. Moi, ça me fait penser à Milou, comme si c'était... on sait où est l'os, mais il faut pas, on passe son temps à le réenterrer. Bon, ça y est, vous êtes parti dans votre spirale personnelle à réfléchir à votre truc. Ou est-ce qu'il y a d'autres commentaires en revenant à cette conférence? Oui, moi je trouve que c'est le genre de question qui appelle le silence. Ça, il n'y a pas de problème. Hein.
Moi, j'avais une question malgré tout sur. J'ai bien entendu, évidemment, le fait que le silence soit une vraie compétence du coach, mais j'avais une question côté coaché en termes de confort-inconfort. Parce qu'il me semble que nous ne sommes pas égaux dans la perception du silence. Et j'aimerais avoir votre retour sur justement ces disparités auprès des coachés, sur leur confort, inconfort ou pas face à ça. Enfin, personnellement, je sais pas, je crois que je ne suis pas connu sur le marché pour être un coach confortable. Donc, je ne sais pas si je suis bien placé pour parler de cette histoire de confort-inconfort. Mais il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il y a un confort de complaisance et il y a un confort je dirais, de protection. Il ne s'agit pas de pousser le client dans un truc où il ne veut pas aller. Mais si le client est là et avance, personnellement, je trouve que c'est intéressant de savoir à la fois être dans la protection et la permission pour qu'il puisse avoir sa puissance. Là, c'est ce qu'on appelle les 3 P. Alors, si on appelle ça le confort, moi, je trouve ça très confortable de permettre au client d'avancer en protection, permission et puissance. Si c'est de la complaisance, moi, je veux dire, j'ai autre chose à faire. Hein. C'est peut-être que je suis plutôt jeune, je me dis qu'il faut être utile, je n'ai pas de temps à perdre. Donc, les clients qui veulent perdre leur temps, ils peuvent trouver ailleurs. On est sur le temps du lien, on est sur cette relation particulière entre les coachés et leur coach. Et cette compétence de silence, elle me semble très importante dans la création de l'alliance et dans la capacité à installer cet espace, cette interaction, cette relation discontinue entre les moments où on parle et les moments où on se tait, entre les moments où on se parle en séance de coaching et les moments où on n'est pas là. Le coaché avance tout seul entre les séances. Il y a aussi une similitude sur le processus de coaching. Il y a des moments où le coach se tait puisqu'il n'est plus là. On est entre 2 séances. Est-ce que tu as déjà... comment tu vois ces moments de parole entre nous, dans les séances de coaching et les moments de silence où le coach retourne à son travail, à sa vie, le coaché retourne à son travail, à sa vie, et le coach aussi d'ailleurs. Oui, mais il y a des moments, moi, dans ma vie où un client émerge à mon esprit, il n'est pas là, je pense à quelque chose. Bon, c'est génial, un SMS ou un truc comme ça. Quelquefois, après une séance, je suis en train de rentrer chez moi ou je sais pas quoi, je fais autre chose et je pense à quelque chose. Je pourrais envoyer un petit message en disant « Je pense à toi, la question qui m'est venue, c'est ça. Tu n'es pas obligé de répondre, salut. » Mais c'est des pointillés hors séance. Mais on est tous présents aux uns aux autres, même après des années. Il y a quelque chose qui dépasse de se voir. Alors, cela dit, en formant des coachs, il y a pour moi une règle du jeu, c'est que pendant que le client travaille, je ne le lâche pas des yeux. Je ne prends pas de notes, je ne regarde pas ailleurs, je le regarde dans ses yeux. Alors, le client, lui, il fait ce qu'il veut. Il y en a qui réfléchissent vers le haut, vers le bas, etc. Il y a beaucoup de gens qui glosent sur le sens de là où ils regardent, ça veut dire que, etc. Moi, ça veut dire simplement qu'ils cherchent. Si le client me regarde en parlant, il se raconte et il regarde son public. Il va être très attentif à mes réactions. Là, je peux commencer à penser que c'est inutile. C'est une perte à voir sur mon visage la réaction de son histoire.
Il n'est pas en train de chercher. Dès qu'il cherche, il regarde ailleurs. C'est le moment où il ne faut pas le lâcher des yeux. De temps en temps, dans son travail, il va jeter un coup d'œil pour voir si je suis là. Si j'ai le malheur de regarder ailleurs à ce moment-là, il va se dire « je suis tout seul ». Mais il va juste jeter un coup d'œil pour voir s'il est vraiment accompagné. Si je suis là à le regarder intensément avec ma présence silencieuse, il va se dire « c'est bon ». Et il va continuer à chercher son truc, à le dérouler, à traverser ses silences et à bosser. Autrement dit, dans la relation, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité. C'est avec peu de personnes dans la vie de tous les jours où on se regarde quelquefois les yeux dans les yeux, on s'accompagne par les yeux à travers des silences. Il faut quand même savoir accueillir l'intimité avec ses clients. Paradoxalement, je perçois que beaucoup de coachs viennent au coaching pour trouver l'intimité qu'ils n'ont pas par ailleurs. Ils la veulent avec les clients. Ils veulent la développer en eux, d'ailleurs, avec les clients. Mais ils ont un grand problème avec l'intimité. Donc, ils se mettent en situation d'essayer de la découvrir avec des clients pour grandir. C'est un métier génial pour ça. Mais quelque part, c'est quand même un transfert, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'intimité ailleurs, c'est un manque qu'il faudrait l'avoir, la développer vraiment dans sa vie personnelle pour ne pas se servir de clients pour ça. Mais les clients ne sont pas là pour répondre à mon besoin d'intimité, mais ils vont travailler d'une façon extraordinaire s'ils savent que je suis là en intimité avec eux, à les suivre. C'est tout. Je n'ai pas de demande, mais je sais être là avec cette intimité. Ça fera une énorme différence, ils iront plus vite, plus loin. Donc je trouve que le temps du lien, c'est le temps du coaching. Mais il faut aller à définir très concrètement comment ça se voit, comment ça se sent, comment on est, comment on regarde, comment on écoute, et comment on peut être ensemble en silence, comme dans des couples intimes, et souvent les yeux par les yeux, comme je sais pas, en art martial. C'est intéressant, on dit faites l'amour, pas la guerre, faites pas l'amour, faites la guerre, je sais pas quoi. Mais c'est les deux situations, on se regarde dans les yeux dans les yeux. C'est quand on fait l'amour et quand on va se battre. On sait tout de l'autre avant qu'il bouge. On fait corps. Il y a quelque chose comme ça en coaching, dans la vibration partagée, qui passe par les yeux. J'aimerais décrire une expérience. C'était en 2001. C'était à Greenenwald, pour ceux qui se rappellent, c'était l'Euro-coaching. Il y a un type qui est arrivé qui s'appelle Tim Galway. Il est arrivé. Je ne sais pas si tu y étais, toi, Alain. Non, moi, je ne fréquente pas ces gens-là. D'accord. Le type est arrivé sur scène et pendant 3 minutes, vraiment 3 minutes, il nous a regardés sans rien dire. Alors, j'ai eu cette expérience-là, mais pas avec un coach, c'était plutôt avec un Indien, quelqu'un qui venait d'un autre monde. Et il venait faire un discours. Il est venu, il est resté dans la salle à regarder tout le monde, les uns après les autres, mais bien plus de 3 minutes. Et après, il s'est levé, il est parti. C'était sa conférence. Mais Tim Galway... Mais tout le monde en avait la chair de poule. Hein. Ouais, il était devant 400 coachs quand même, internationaux de tous les pays. Ouais.
C'était sur l'inner game. Oui, c'est clair. Et ça ne fait que renforcer. Et tu t'en souviendras. Autrement dit, ça fait renforcer quelque chose. Et ça hausse tout de suite la présence de tout le monde dans la salle. Si on veut être en présence, le silence est essentiel. Sinon, c'est du bruit. En fait, Alain, vous parlez du silence, mais en fait, ce n'est pas le silence du corps, ni du regard, ni de la respiration. C'est juste le silence de la voix. Ah bon? Et la question, c'est quoi? Il y en a pas. C'était juste, c'est ce que ça m'inspirait. Ouais. C'est que le coach, c'est sa présence qui est là. C'est la présence du coach. Il y a aussi un vrai travail permanent. Un vrai travail permanent. Alors pour moi, il n'y a pas seulement le silence de la parole, il y a un silence intérieur. Parce que si je me tais, mais je pense aux réponses, aux questions, aux machins, aux trucs, etc., je suis plein de bruit et le client va le sentir. Donc c'est vraiment un silence beaucoup plus important que simplement de se taire. Je ne parle pas de se taire, je parle de silence. Bon, c'est tout. Parce que c'est quand même une conférence, hein, on n'est pas obligé de se taire. Vous pouvez poser des questions, réagir, pas être d'accord, etc. Juste un mot, pour moi, Alain, tu as posé quelque chose d'hyper important qui est l'intimité de la rencontre. Ouais. Et je trouve que c'est une thématique qui est pas assez souvent, enfin très peu posée, de la même façon que le silence. Mais la question de l'intimité de la rencontre entre le coach et son client mérite aussi beaucoup plus de place que la place qu'on lui accorde aujourd'hui. Ouais. Une fois, j'ai fait une conférence, enfin une démonstration, c'était en salle, c'était au Canada, au Québec, c'était génial. Mais on était un peu sur un podium, mais je devais coacher une cliente qui avait été choisie, qui était... Bon, elle a fait un travail extraordinaire. Bon, c'est assez difficile pour eux, parce que l'Amérique du Nord, ils ne savent pas se taire. Hein. C'est quand même... de travailler avec le vide... travailler avec la matière, quoi. C'est matérialiste. Mais elle a fait un énorme travail, Et après, il y a eu une discussion dans la salle sur ce que j'avais fait, pas fait, etc. Alors, c'était des questions classiques. Vous n'avez pas utilisé le modèle gros, vous n'avez pas... mais il y avait aussi quelqu'un qui était un peu en face de moi, c'est-à-dire j'avais la cliente, mais il était dans la salle plutôt à moi. Il m'a dit, votre regard, on avait l'impression que vous étiez amoureux de votre client. Alors, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. C'était une personne, je crois, pas forcément âgée, mais qui travaillait sur quelque chose de professionnel. Et un des trucs vers sa conclusion, c'est que ça fait longtemps que je n'ai pas appelé mon père. Il faut que je l'appelle. Il me donnait souvent de très bons conseils. Et j'ai envie de reprendre ce contact. Alors, on était homme-femme, j'étais un peu plus âgé. Et là, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé, qui n'était pas dans les mots, dans son travail, etc., mais qui était dans la présence. À mon avis, ça a fortement facilité son travail. Et une démonstration de 8 minutes dans une conférence. Mais c'est ça qui fait tourner le monde quand même. Je vais poser une dernière question. Ah bon, après c'est fini les autres, parce que ça non, c'est... je ne sais pas, c'est parce que je vois l'heure qui arrive à 20h, on est 20h. Alors vas-y. Il y a toujours un parfait atterrissage dans la fin des coachings par Alain, donc on va les laisser atterrir en douceur. Je voulais
la place des émotions, en fait. Voilà, c'est mon cas personnel. Je suis très cérébral, intellectuel, machin, etc., par formation, par éducation. Et là, avec mon superviseur, on est en plein dans connecte-toi à tes émotions, tu n'es pas connecté à tes émotions. Et on a. Quel lien tu fais avec ce qu'on dit aujourd'hui avec le silence? Je serais intéressé d'avoir ton avis. Pour moi, c'est important, mais. Bah, moi, je pense que les émotions sont toujours là, elles sont toujours présentes, elles sont toujours utiles. Je pars du point de vue que quand elles apparaissent, c'est pour une bonne raison. Quand elles ne sont pas là, ce n'est pas la peine de les chercher. Autrement dit, ce n'est pas un axe de travail. Pas plus qu'un thème de comptabilité ou je ne sais pas quoi. Je ne vois pas pourquoi on va se centrer sur une approche plutôt qu'une autre. On va accompagner le client. Mais une émotion qui vient, elle est utile. Il faut la respecter. Alors, en gros, la peur, c'est essentiel. C'est quand même un sentiment animal. Ça veut dire que je suis potentiellement en danger, qu'il vaut mieux que je sois vigilant, que je sorte, mais très progressivement, d'une paralysie. Parce que si j'ai très peur, ça provoque la paralysie. Les gens dans la peur, ils ne bougent pas. Mais je ne vais pas me dire qu'il faut qu'ils traversent sa peur, qu'ils n'écoutent pas, etc. Je vais me dire, tu t'en sers comme un indicateur intéressant, ça t'a été utile. C'est utile. Le grand danger, c'est de ne pas sentir sa peur. Il y a des tas de gens qui ne sentent pas la peur. Ils appellent ça de l'adrénaline, etc. Ils sont au bord de la limite du possible et ils ont leur shoot. Et ils finissent en surdose, quoi. On appelle ça le burn-out. Donc, toutes les émotions, la tristesse, c'est extraordinaire. Les gens qui sont dans la tristesse, c'est des personnes qui ont un excellent indicateur qu'elles feraient bien mieux s'occuper d'elles-mêmes. Elles font trop de choses pour les autres. Et personne ne fait rien pour moi et j'en pleure. Donc, ça donne des avenues de travail, mais on ne va pas travailler sur la tristesse. On va travailler sur comment tu vas t'occuper de toi. Vraiment, tout en avançant dans ton projet, mais en étant un peu plus égoïste, comme si tu étais ta meilleure copine, ton meilleur copain. Tu as commencé à te nourrir. La tristesse, c'est des gens qui ne s'auto-nourrissent pas. Ils attendent des autres et puis ça ne vient pas. Pauvre de moi. Donc, c'est des indicateurs intéressants. On travaille avec, mais pas sur la tristesse. On travaille sur ce qu'il y a au-delà de l'indicateur. Je trouve que les émotions, c'est comme des panneaux indicateurs. Ça n'a aucun sens de se centrer sur le panneau indicateur. Moi, j'avais une petite question. En fait, les petites sont les pires. c'est ça. En fait, je me posais la question par rapport au silence. J'ai par exemple une cliente qui est énormément dans le contrôle. Et je me posais la question, parce que bon, là, voilà, j'ai travaillé en séance avec plutôt du questionnement qui amène des choses, des silences aussi. Donc, mais amener un silence total avec quelqu'un qui est énormément dans le contrôle, qui va dire ah, il faut que je fasse ci, il faut que je passe ça, qui n'a pas encore lâché prise, où il y a ce vrai travail de lâcher prise qui est un travail énorme de fond, je me posais la question de savoir quelle réaction. Alors, je vais le tester. Je vais le tester, c'est une bonne occasion. Mais je me posais la question de savoir est-ce que ça peut faire avancer le coaché ou pas. Donc, je vais le tester. C'est une bonne expérience, mais quel est votre sentiment par rapport à ça? Alors, personnellement, je me pose toujours la question de la différence entre un coach compétent qui sait faire des choses ou qui ne sait pas les faire et un coach
qui, dans certains cas, ne sait pas faire des choses, mais va dire c'est pour le client. C'est à cause du client. Hein? Autrement dit, ce n'est pas le client qui définit le coaching. Alors, il prend pas, c'est une autre question. Mais je ne saurais jamais si je ne sais pas le faire. Je suis très pragmatique. Et quelquefois, je fais quelque chose, ça ne passe pas avec le client. La première question que je me poserais, moi, c'est comment je peux le faire mieux. Ce n'est pas le client ne prend pas. Il ne faut pas sous-estimer les clients. Ils sont tout à fait capables d'un paquet de choses. La vraie question, c'est en tant que coach, est-ce que vraiment je vais au bout de ce que je sais faire et comment le mener plus loin? Alors, beaucoup de discours dans le monde du coaching, c'est qu'il y a des clients pas coachables, il y a des clients ceci, et si le client fait ça, bah, allons-y jusqu'au bout, tu lui dis quelque chose, et s'il se flingue, alors le fais pas. Si c'est le fantasme qu'on a des réactions des clients qui limitent notre compétence, c'est un peu dommage. Donc moi je dirais, comme tu dis, hein, je vais le faire, je vais le tester. Ouais, je vais Mais même si expérimenter. ça ne passe pas la première fois, ben, c'est comme quand on monte sur un vélo, hein. Il faut remonter. C'est pas que le vélo est mauvais. Autrement dit, comment faire en sorte que, très pragmatiquement, je teste, j'apprenne, je développe, etc., jusqu'à ce que je me dise, bah, les clients, ils savent très bien avancer tout seuls. Ok, merci. C'est plutôt ça. Centrons-nous sur le coach. Les clients, ils sont bons. T'as l'air nerveux? On est dans l'exigence du travail, de l'apprentissage, du développement professionnel, de remettre le... Enfin, je ne sais plus comment on dit, mais persévérer dans l'apprentissage, continuer à se professionnaliser. C'est un métier qui C'est un métier génial parce qu'on peut apprendre en continu. C'est comme un métier d'artiste. Je veux dire, les meilleurs violonistes, ils ont 80 ans ou plus. Hein. Alors, ce qui est génial là-dedans, c'est que ça donne à pas mal de gens de l'espace pour se développer, pour vraiment aller jusqu'au bout de la musique qu'ils veulent jouer. Il n'y a pas de fin à une vie d'artiste. Alors moi, il me reste, si je dis 80 ans, c'est dommage. Il ne me reste que 8 ans pour continuer à me développer. Mais je veux dire, c'est tout un parcours, c'est un chemin. C'est pas on est compétent, on ne l'est plus. On ne l'est pas, on va le devenir. Il y a toujours plus. Il y a toujours plus. Chaque fois qu'on fait un pas en avant, on se rend compte qu'il y en a 10 autres. C'est presque géométrique, là. J'aime bien. Donc, c'est un beau métier, non? J'aime bien. Oui. Allez. On est payé pour se développer. Même pas mal. Merci beaucoup, Alain, pour partager tous ensemble. Merci beaucoup. Merci. Bon, merci. Merci infiniment. Merci. Merci Merci beaucoup. Merci Alain. Merci. Ouais, merci. Bonne soirée à tous.